dans cette capsule visant à démystifier les types de services de garde au Québec. Nous sommes en juin 2022 à titre indicatif parce qu'avec le projet de loi 1, ça se peut que les choses changent, mais on va se tenir au courant. Donc aujourd'hui, si tu as envie de comprendre où est-ce que tu peux envoyer ton enfant, comment tu peux ouvrir un service de garde, toutes tes questions relatives au service de garde, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne, mets un pouce, commente ta question en bas. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Donc, les types de services de garde au Québec. Les installations, d'abord, les CPE, les garderies privées subventionnées, les garderies privées non subventionnées. C'est pas mal les trois types de garderies en installation qu'on retrouve. On retrouve également dans les maisons des particuliers, des travailleurs autonomes, des RSG, des responsables de services de garde. Ça, ce sont des personnes qui sont reconnues par un bureau coordonnateur qui est géré par un CPE. Là, je vous garoche tout ça, mais on va toutes les démystifier un par la suite. Donc, les RSG qui sont subventionnés avec un tarif réduit. Il y a ensuite les PNR, les personnes non reconnues. Celles-là, elles sont vouées à disparaître dans les 5 prochaines années. Avec le projet de loi 1, elles seront obligées de s'accréditer, de s'affilier avec un bureau coordonnateur. Et le troisième type de garderie en milieu familial, ce sont les personnes qui sont reconnues par un bureau coordonnateur, mais qui ne sont pas accréditées, donc qui ne sont pas à tarif réduit. Donc, les PNR, c'est là qui opèrent présentement un service de garde et qui se demandent s'ils doivent fermer ou s'ils vont s'affilier avec un bureau coordonnateur. Sachez que vous allez devoir faire un certain nombre de procédures, mais que vous n'êtes pas obligé d'adhérer au tarif unique. Vous pouvez rester privé, gérer vos finances vous-même. Ça allège quand même considérablement la paperasse, on va le voir. Il existe aussi, qui n'est pas mentionné dans les sites gouvernementaux, plusieurs types de haltes-garderies. Donc, il y a des haltes-garderies communautaires, il y a des garderies dans certaines entreprises qui sont mises en place. Il y a aussi des services communautaires comme Relevailles Québec dans la région de la Capitale-Nationale qui visent surtout les jeunes mères, les mères qui viennent de mettre au monde pour leur donner un petit répit. Il existe aussi le petit répit pour les enfants de 0 à 12 ans qui peuvent prendre en charge toute la famille. C'est un service qui est offert, je crois, de 6 heures le matin à minuit. Donc, sachez qu'il existe quand même différents types de garde. Il y a aussi les nounous à la maison que vous pouvez engager qui peuvent vous donner un reçu. Il y en a certaines qui vont vous charger moins cher, qui vous offriront pas de reçu. Donc, vraiment, il existe une panoplie de services de garde. Je vais y aller pour ma paroisse pour commencer avec les milieux familiaux parce que je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus rapide pour contrecarrer la pénurie actuelle. Donc, les RSG. Les RSG sont affiliées à un bureau coordonnateur. Elles peuvent recevoir 6 enfants si elles sont seules et elles peuvent recevoir 9 enfants si elles sont accompagnées d'un ou d'une assistante. Les PNR, les personnes non reconnues, peuvent recevoir un maximum de 6 enfants, incluant les leurs, aller jusqu'à l'âge de 9 ans. Elles ne peuvent pas se faire remplacer. Elles doivent vous fournir plusieurs papiers suite à la loi, j'ai oublié le nom de la loi qui a passé l'année dernière, donc RCR à jour, absence d'empêchement judiciaire, elles ne peuvent pas se faire remplacer, elles doivent vous faire preuve d'une assurance et vous remettre un relevé 24 à la fin de l'année pour que vous ayez droit à votre crédit pour frais de garde dans les cas de ces garderies-là, puisqu'elles coûtent majoritairement du temps assez cher. Ensuite, il y a les personnes reconnues par un bureau coordonnateur, mais qui ne sont pas accréditées. Donc, ces personnes-là, très peu de services de garde offrent actuellement ce service parce que les bureaux coordonnateurs n'en parlent pas nécessairement et que les personnes qui sont non reconnues, les garderies privées en milieu familiaux, sont pas intéressées à s'affilier dû à toute la mauvaise presse qu'il y a autour des bureaux coordonnateurs et autour des RSG. Donc, c'est méconnu de savoir qu'il y a un entre-deux. Puis, je vais faire une capsule explicitement là-dessus parce que je crois que c'est vraiment une solution gagnante à court terme. Les bureaux coordonnateurs ont pas de revenus pour gérer ça, mais c'est parce qu'il y en a pas présentement qui répond à ce modèle-là. Fait que quand il y en aura plusieurs d'entre vous qui se joindront, ils trouveront bien une solution pour réussir à rémunérer leurs employés. Donc, voilà pour les types de milieux de garde en milieu familial. En installation, les CPE sont gérés par un CA, donc un conseil d'administration qui doit être majoritairement composé de parents.
de parents utilisateurs. Il y a également des employés qui sont là, conseillers pédagogiques. Donc voilà, le CPE est administré par un CA. Il y a plusieurs étapes pour ouvrir un CPE. On va en parler dans une autre capsule également, mais en gros, 2 éducatrices sur 3 doivent être formées. Depuis la pandémie, depuis la pandémie et la pénurie de main-d'œuvre, le ratio a été baissé temporairement à 1 éducatrice formée sur 3, ce qui est le même que dans les garderies privées, les garderies subventionnées également. Dans les CPE, les employés sont syndiqués. Généralement, le personnel est stable. Par contre, auprès de votre enfant, il y a quand même une bonne rotation dans la semaine, dans la journée, parce que l'éducatrice en charge du groupe de votre enfant a 2 pauses plus une demi-heure de dîner. C'est pas toujours la même personne qui fait les 2 pauses plus la demi-heure de dîner. Ça peut être une personne le matin, puis une autre personne pour le dîner, puis l'après-midi. La personne qui est en charge du groupe de votre enfant a également une journée de congé par semaine, et c'est pas toujours la même personne qui est en charge de la journée de congé de l'éducatrice. Donc, il peut quand même avoir une certaine rotation de personnel qui peut, selon votre enfant, être un désavantage pour l'installation versus le milieu familial. Le milieu familial accrédité, les RSG, peuvent se faire remplacer jusqu'à un maximum de 20% du temps. Donc, ça pourrait être une journée par semaine, une journée sur 5 à l'année, puis être la même personne. Là, c'est difficile de trouver du personnel. Donc, quand on en trouve une en milieu familial, généralement, c'est la même. Ça va être la mère, ça va être le conjoint, ça va être... Donc, il y aurait moins de roulement de personnel, tandis que dans les milieux familiaux non reconnus, non accrédités, les milieux familiaux privés, les PNR, j'utilise beaucoup de mots, hein, c'est parce que c'est tous des synonymes dans le milieu, ça peut vous aider, mais c'est la même personne. Donc, celle-là, elle n'a pas le droit du tout de se faire remplacer. Si elle a un rendez-vous médical, si elle est malade, elle doit fermer complètement son milieu. Donc, ça peut être un désavantage pour vous, sachant que les enfants, ça tombe malade, des rendez-vous médicaux, il y en a autant pour les RSG, pour les PNR, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre des rendez-vous pour elles, pour leurs enfants, pour leur famille, puis sachant que vous allez devoir garder votre enfant cette journée-là, ou assumer que c'est quelqu'un d'autre qui va prendre en charge le groupe de façon illégale. C'est quand même des choses qui existent encore actuellement, puis que c'est difficile à contrôler pour le gouvernement parce que ces milieux-là ne sont pas répertoriés encore. Dans les 5 prochaines années, ils vont tous l'être, mais actuellement, c'est plus facile d'ouvrir un service de garde que d'ouvrir une crèmerie. Fait que je vous le dis, là, celles qui veulent se lancer, c'est le moment. D'ailleurs, il y a un soutien financier à toutes les nouvelles personnes qui veulent ouvrir un milieu de garde accrédité de 3 500 $. C'est une mesure financière temporaire. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça va terminer. On sait qu'il y en a encore au moins pour 6 mois, peut-être plus, là, mais bref, profitez-en. Appelez PEP ta vie. Vous irez regarder ça sur Google. Ils vont pouvoir vous référer au bureau coordonnateur le plus proche qui vont vous aider. Puis allez voir également une future capsule que je vais vous faire pour vous aider à ouvrir votre milieu de garde si ça vous intéresse. Donc voilà, les CPE. Les CPE, c'est ça, sont syndiqués, il y a un personnel quand même stable, il y a des ratios de gens formés, ils ont un programme éducatif mis en place. Généralement, ce sont des milieux très sains. Là. C'est un organisme à but non lucratif. Par contre, l'accessibilité des CPE actuellement au Québec, à moins que vous travailliez dans le CPE, à moins que vous ayez une fratrie, donc un frère plus vieux, pour faire rentrer votre plus jeune, c'est excessivement difficile actuellement de se trouver une place dans un CPE. Il existe les garderies subventionnées, donc un peu le même modèle que les CPE. Ici, la définition change entre le ministère de la Famille, le regroupement des CPE, donc la définition n'est pas la même. Vous pouvez y aller avec ce que j'en connais. Puis n'hésitez pas à commenter si dans vos milieux c'est différent, si vous connaissez d'autres milieux. On va réajuster dans des prochaines capsules, ça va me faire plaisir. Le but, c'est de démystifier le tout. Hein? On discute de ça ensemble pour essayer d'éclaircir les types de services de garde qui nous sont offerts au Québec. Donc, les garderies subventionnées, qui ne sont pas des CPE, la différence, c'est que le personnel n'est pas syndiqué. Donc, les milieux sont libres de gérer leurs employés selon ce qu'ils veulent. Ils sont gérés généralement par des CA également. Donc, c'est chaque milieu qui va gérer ses employés. La différence, donc, un des milieux que je connais, les éducatrices ont une pause de 30 minutes pour dîner, mais ils ne prennent pas leur pause de 15 minutes le matin et l'après-midi.
Les heures leur sont offertes en banque pour pouvoir prendre des congés ultérieurement. Donc, ce qui fait en sorte que dans ton groupe, dans la même journée, il y a juste un remplacement au lieu d'avoir 3 départs de l'éducatrice, que je juge être un avantage au niveau des enfants, puis même au niveau des éducatrices aussi. Là, je sais qu'il y en a plusieurs qui... Bon, les conditions de travail, les pauses, c'est important. Le syndicalisme, là, je trouve ça très important également. Mais au niveau des enfants puis de ton intervention avec l'enfant, des fois, c'est bénéfique, tu as besoin d'une pause, tu as eu une grosse avant-midi, ça a mal été. Des fois, ça coupe ta journée, ça coupe ton plan, puis tout le monde en ressort perdant. Donc, je veux pas lancer de débat là-dessus, mais n'hésitez pas quand même à commenter. On va en reparler vraiment, on va faire une capsule pour chacun des milieux. Là, le but, c'est vraiment de démêler un peu, là, de faire un certain élagage avant de se lancer dans les descriptions plus précises. Donc, les garderies privées qui sont subventionnées ont également un tarif réduit. Ils ont aussi une marge de manœuvre peut-être plus grande au niveau de l'application des places. Dans la description du ministère de la Famille, c'est écrit que ce ne sont pas des organismes à but lucratif, mais dans mon vécu, ça reste quand même un organisme qui doit arriver financièrement. Donc, par contre, la majorité de ces milieux-là utilisent la lassitude qu'ils ont au niveau de la loi puis du ratio pour créer des beaux projets, des projets alimentaires, des projets d'éducation à l'environnement. Les éducatrices sont plus directement écoutées, je dirais, malgré, au niveau de la rétention du personnel, là, c'est important pour pouvoir recruter dans ces milieux-là, d'offrir des conditions puis d'être à l'écoute de ces éducatrices, parce qu'on n'a pas de fonds de pension, on n'a pas... c'est ça, on n'a pas les certains avantages qu'il y a au niveau du CPE, donc il faut aller chercher d'autres avantages ailleurs, ce qui peut être intéressant au niveau de l'employé, au niveau de la qualité de travail, puis au niveau ultimement du service rendu à l'enfant. Ce que je constate, c'est que dans certains CPE, avec la pandémie, avec toute la charge de travail supplémentaire qui a été ajoutée, avec les négociations qui ont mal ressorti pour le personnel de soutien, on a une certaine ambiance de fatigue généralisée qui va se transposer au niveau du service parce que c'est un service humain qu'on rend. Donc, si l'éducatrice n'est pas en forme et n'a pas pris soin d'elle, se sent pas considérée, son service rendu, là, l'activité va être de moins bonne qualité, la passion va diminuer. Ce qu'on voit dans les garderies privées, c'est qu'on essaie de contrecarrer ça en mettant en place des projets, en étant à l'écoute des éducatrices, puis ultimement, le service aux enfants, je crois, actuellement, est de meilleure qualité dans certains milieux. C'est pas le cas de partout, là, pas du tout. C'est important aussi de savoir que c'est pas parce que c'est un CPE, une garderie privée subventionnée ou une garderie privée non subventionnée que le service est meilleur à une place qu'à un autre. Ce que je me rends compte sur le terrain, c'est que vraiment, chaque milieu, la façon dont on prend soin de chacune les unes des autres, je dis chacune parce que c'est pas mal des femmes qui sont dans ces milieux-là. Donc, la façon qu'on prend soin les unes des autres, la façon dont le parent va prendre soin, même que ce soit en milieu familial ou en installation, la relation entre le parent qui est aussi blasé du COVID et des mesures d'exclusion, ça a vraiment un impact généralisé. On fera une autre capsule là-dessus. Donc, voilà pour les garderies privées subventionnées, donc ceux-là qui offrent aussi un tarif réduit. Puis, il y a les garderies privées à plein tarif. Celles-là, elles sont à but lucratif, c'est pas mal unanime au niveau des descriptions. Les Montessori, par exemple, des garderies qui vont se spécialiser dans certains domaines, l'éducation par la nature, qui vont aller chercher une clientèle plus pointue, qui ne va pas nécessairement faire à tout le monde, vont offrir vraiment des pédagogies intéressantes, puis vont pousser dans leur milieu. Le désavantage, c'est le grand tarif. Il y a souvent des places, souvent ces milieux-là aussi vont offrir un plus grand éventail de services de garde atypiques. Des fois, combler les places là, à 50-55 $ par jour, ça peut être plus difficile. Donc, ils vont avoir une plus grande ouverture à offrir du 3 jours semaine, du 2 jours semaine, tandis qu'en CPE puis en garderie subventionnée, il n'y a pas d'avantage au niveau monétaire pour l'installation d'accepter des contrats à temps partiel ou des contrats occasionnels là, à certaines exceptions près là, lorsqu'il s'agit d'employés ou de fratrie, là, il n'y a pas vraiment d'avantage à offrir ce service-là, ce qui est dommage parce que c'est rare que les CPE ou les garderies subventionnées sont à plein ratio à tous les jours.
Puis c'est pas parce on n'a pas besoin. Il y a plein d'enfants à la maison qui ont besoin, qui prendraient bien la place du petit qui est malade aujourd'hui. Il n'y a pas d'avantage, puis c'est une charge de travail supplémentaire sur les épaules de gestionnaires et d'éducatrices qui sont déjà débordés, épuisés. Donc malheureusement, ce service-là ne se rend pas jusqu'aux personnes qui en ont besoin. Ce qui n'est pas le cas en garderie privée. Malgré le gros tarif, on est capable d'offrir une plus grande panoplie de services de garde atypiques, de combler les places au maximum, parce que c'est des garderies à but lucratif. Donc, c'est ça pour les garderies en installation. Pour les garderies en milieu familial, on a des tarifs là, qui varient selon la convention collective pour les RSG. Donc, actuellement, j'ai pas les chiffres devant moi, mais je vais vous les offrir dans une future capsule parce que je trouve ça très important de détailler. C'est pas tout de donner le revenu par enfant, mais il y a aussi des dépenses obligatoires, des dépenses non obligatoires qu'il faut prendre en considération, puis qui vous sont pas nécessairement décrites par le bureau coordonnateur au moment de vous inscrire. Donc, on va faire une capsule sur les RSG spécifiquement, mais en gros, les RSG demandent une contribution aux parents. C'est à la RSG de gérer la quête de cette contribution-là. On va le voir dans son entente qu'elle va signer préalablement avec le parent. Donc, c'est à la RSG de décider est-ce que c'est aux semaines, est-ce que c'est aux mois, est-ce que c'est aux 2 semaines, c'est quoi le mode de paiement. Puis, pour le reste de la subvention qui est fournie par le gouvernement, c'est le bureau coordonnateur qui va vous faire un versement directement dans votre compte aux 2 semaines, suite à ce que vous ayez rempli la réclamation. Donc, vous avez quand même plusieurs papiers qu'on va expliquer encore une fois plus en profondeur dans une autre capsule sur les RSG, mais vous avez une formule de réclamation de présence. Ensuite, quand c'est un poupon, il y a une subvention additionnelle. Si vous accueillez un enfant avec des besoins particuliers, il y a une subvention additionnelle également. Puis la subvention qui est dite de base pour chacun des enfants. Vous remplissez ça dans le formulaire de réclamation, en plus de la feuille de présence qui va être signée par le parent aux 2 semaines. Vous envoyez ça à votre bureau coordonnateur, puis la semaine suivante, c'est versé dans votre compte. Vous avez le choix de faire prendre vos congés qui vont vous verser plus tard ou de les avoir au fur et à mesure. Puis il y a des RSG qui ont une convention collective avec des assurances collectives selon le secteur que vous êtes. C'est à prendre en considération. Il y en a d'autres qui ont refusé les assurances collectives. Donc, c'est ça. On va voir tout ça dans un autre milieu. Mais pour ce qui est des enfants, les RSG sont obligés de suivre une formation de 45 heures avant d'ouvrir, en plus d'avoir un cours de 3,5 heures MAPAC. Donc, MAPAC, c'est la salubrité alimentaire. Puis d'avoir un RCR à jour de 8 heures vraiment spécifique à l'enfant qui va gérer l'anaphylaxie, qui va gérer les risques d'étouffement. Donc ça, c'est vraiment la formation de base. Puis il y a des formations annuelles ensuite, un 6 heures de perfectionnement à faire à chaque année. Puis dépendamment du bureau coordonnateur où est-ce que vous êtes, là, il y a divers services pédagogiques d'accompagnement qui sont offerts. Vraiment, le bureau coordonnateur, du moins le CPA BC Jolicoeur, où est-ce que j'ai été dans la région de Sainte-Catherine, la Jacques-Cartier, puis de Stoneham et Tewksbury, vraiment, l'accompagnement était magnifique et c'était tout un plus versus être toute seule chez moi lorsque j'étais à Limoilou, dans la région de la capitale nationale, où est-ce que j'étais pas affiliée à un bureau coordonnateur, où est-ce que j'étais toute seule par moi-même, j'avais des problèmes avec des enfants relativement à des troubles alimentaires, relativement à des troubles orthophoniques. J'avais pas de référence, j'avais beau appeler au CLSC, appeler dans divers ressources, comme j'étais pas affiliée, j'avais pas accès à cette information-là puis à ce soutien-là qui était vraiment important pour l'enfant. C'était pas que j'avais pas fait de détection ou que j'avais pas de formation. Je m'étais formée par moi-même, il n'y a aucune réglementation qui m'obligeait à le faire, mais j'avais pas le soutien de la communauté comme j'étais une PNR, donc une personne non reconnue, ce qui est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Donc les personnes non reconnues, si vous avez besoin d'aide, je vous conseille fortement de rejoindre le bureau coordonnateur de votre milieu. Ils vous viendront en aide. Ils sont là pour ça. S'ils ne vous viennent pas en aide, commentez-moi. Je vais leur faire je vais leur parler directement. Donc voilà pour la RSG. Le milieu familial qui est non reconnu, on l'a vu aussi. Le milieu familial qui est reconnu, la différence, c'est que le bureau coordonnateur va venir chez vous, évaluer selon une liste qu'on va voir dans un prochain vidéo également, si tout est sécuritaire. Il va vous fournir également le fameux logo qu'on voit, là, milieu familial reconnu, là, la maison bleue dans un cercle, que vous allez pouvoir mettre sur votre porte d'entrée.
ça va comme faire office de votre permis, finalement. Donc, vous allez respecter toutes les réglementations. Le cours RCR de 8 heures, vous allez avoir votre propre programme éducatif, de l'accompagnement pour le faire. Vous allez avoir la formation de 45 heures. La formation de 45 heures, elle se fait en ligne. Je vous en reparle d'ailleurs dans les autres vidéos, là, mais ça se fait en ligne, ça se fait très bien. Il y a plusieurs organismes qui l'offrent. Le 8 heures RCR se fait également en ligne et la MAPAC 3.5 heures, le salubrité alimentaire, ça fait également en ligne. Donc, ça se fait quand même très bien à votre rythme. Ça peut aller très rapidement, ça peut aller moins rapidement. Donc, c'est ça, vous allez remplir cette exigence-là de formation, les exigences d'inspection. Donc, est-ce que votre milieu familial est assez suffisamment grand? Est-ce que, bon, il y a des protège-prises sur les prises? Est-ce qu'il y a des couteaux accessibles? Est-ce que vos produits chimiques sont sous clé? Est-ce que les médicaments sont hors d'accès des enfants? Donc, c'est des choses qui sont quand même de base. Et puis, le bureau coordonnateur n'est pas là pour vous disputer. Là. Je sais qu'il y a une croyance face à ça, que je sais que ça a déjà été ça également, mais actuellement, ce n'est plus le mode de pensée dans lequel nous sommes. Et si c'est encore le cas pour votre bureau coordonnateur, il va s'agir de leur parler pour leur rappeler qu'on est en pénurie puis que vous avez simplement besoin d'aide pour vous aider à vous conformer. Le but, c'est d'avoir un milieu sécuritaire et accueillant pour les enfants. Donc, merci de m'aider, mon cher bureau coordonnateur, dans l'élaboration de mon projet d'ouverture de milieu familial. Donc voilà, il va vous accompagner là-dedans, puis une fois que ça va être fait, vous allez retourner chez vous, puis ils vont vous faire 3 coucous par année, vérifier que vous avez effectivement 6 enfants, si vous pouvez avoir 6 enfants, que vous avez un maximum de 2 poupons, que votre trousse de premiers soins est encore à jour. Donc, si vous avez utilisé le minimum requis, de le remplacer au fur et à mesure. J'ai un petit truc pour ça d'ailleurs. Moi, j'ai la trousse que j'appelle la trousse d'inspection que je ne touche jamais, qui a toujours tout ce qu'il faut qui est affiché au mur. J'ai la trousse que je me sers. C'est un petit truc pour éviter des contraventions inutiles. C'est encore le mot qui est utilisé dans le milieu là, quand il y a des inspections coucou puis qu'il vous manque un pansement, par exemple, dans votre trousse de premiers soins, puis que vous tombez sur un bureau coordonnateur qui est encore dans le mode de fonctionnement des années 90, ça se peut qu'il vous donne une contravention. Ça ne fait pas de vous une moins bonne éducatrice. Au contraire, vous avez mis le pansement à l'enfant lorsqu'il en avait besoin, vous avez simplement oublié de le remplacer. Il faut relativiser. Là. Donc, c'est ça pour les PNR qui souhaiteraient s'affilier. C'est tout. Je vais faire quand même une capsule plus détaillée, mais en gros, c'est de faire le mouvement, de faire la demande au bureau coordonnateur pour qu'ils viennent vérifier votre endroit physique, pour qu'ils vérifient vos formations, donc les formations que j'ai énumérées, puis qu'ils vérifient vos absences d'empêchement judiciaire que maintenant, avec la loi, vous êtes censé de déjà avoir en main de toute façon. Donc, avec ce papier-là, vous allez être reconnu, puis vous allez pouvoir continuer de charger le plein tarif à vos parents et de leur fournir le relevé 24 annuellement pour qu'ils aient droit à leur retour d'impôt anticipé. Pour les autres PNR qui ne veulent pas du tout s'affilier, qui ne sont pas à l'aise avec les visites coucou, c'est votre droit. C'est votre droit. Je vous conseille quand même fortement de vous informer et sachez que cette formule de garde-là tend à disparaître avec le projet de loi 1 qui vient d'être adopté à l'Assemblée nationale au mois d'avril, donc qui est en discussion, puis avec les projets pilotes pour l'élaboration de nouveaux milieux de garde. On va en parler dans d'autres capsules. Peut-être que c'est quelque chose qui vous intéresserait plus de voir un projet pilote pour voir une nouvelle alternative. Mais les milieux de garde non régis en milieu familial qui accueillent 6 enfants, à mes yeux, un non-sens complètement d'avoir aucun permis, d'avoir une formation de base quand même, là, c'est merveilleux, mais on parle de la garde d'enfants, on parle des parents que vous ne connaissez pas nécessairement. Donc, vous pourrez toujours garder là, les enfants des gens que vous connaissez. Vous pourrez agir à titre de nounou, fournir des reçus. Mais le type de garde PNR vraiment comme tel là, est à proscrire, tout simplement. Donc, ensuite, on verra dans une autre capsule pour les haltes garderies, les types de gardes communautaires qui existent. Puis, ça me fait plaisir de démystifier pour vous ces gros milieux de garde-là familiaux. Donc, voilà, les haltes garderies, les garderies communautaires, les services comme Relevailles Québec, le Petit Répit. C'est vraiment des services, je dirais, au compte-gouttes pour la plupart. Je vous invite à aller voir sur le site des haltes garderies Québec si c'est vraiment un besoin que vous avez là, à temps partiel
est en urgence. C'est le cas aujourd'hui, donc vous pouvez aller voir là-dessus en attendant que je fasse une capsule sur le sujet. En attendant, merci beaucoup d'avoir été là. Abonnez-vous ici. Mettez une cloche si ça vous intéresse, parce qu'il y a plusieurs capsules à venir. Mettez un pouce, partagez auprès de vos proches pour m'encourager, me dire que oui, c'est quelque chose qui vous intéresse de comprendre les milieux de garde familiaux. C'est quelque chose qui vous intéresse d'en ouvrir un également. Je vais vous accompagner là-dedans. Je me suis dit que c'était un sujet qui manquait d'accessibilité présentement, que c'était très difficile pour une personne qui est intéressée ou juste pour une maman, peut-être vous êtes une maman, un papa, un grand-parent qui essaie de comprendre comment ça se fait qu'on est dans une situation pareille de pénurie actuellement. Donc voilà, la chaîne est dans un but de trouver des solutions à tout ça, puis de démystifier le tout parce qu'on a accès à vraiment d'excellents services de garde au Québec. Il faut les valoriser, c'est très important. C'est comme ça qu'on va sortir de l'espèce de boucle de pénurie, d'abandon et de fatigue dans lesquelles on est présentement. Donc, un petit geste que vous pouvez faire peut-être d'ici la prochaine fois, c'est d'encourager quelqu'un que vous connaissez qui est entouré d'enfants. Peu importe, que ce soit une PNR, une RSG, un grand-parent, une maman de grâce. Faites-lui une petite attention, un petit mot doux, une fleur, une belle... C'est le temps des lilas présentement. Donc voilà, passez une belle journée. Au revoir!